bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril 2025 et je suis dans la bonne ville de Segré. Alors, Segré, c'est une petite ville dans les Pays de Loire, pas très loin de la Bretagne, on va dire. Donc, ce sont des coins que je connais très mal, moi. Je ne connais pas bien l'ouest de la France. Le fait est connu, je connais plus l'Est que l'Ouest. Et j'ai bien aimé ce centre téléphonique. Donc là, je suis à son sommet au premier étage. Et nous sommes dans la salle technique qui héberge l'autocommutateur hors service Segré 2 de type E10-1, qui est très bien préservé, je vais vous montrer. Donc son petit nom était AG64, mis en service le 23 septembre 86 et mis à l'arrêt le 19 mars 2002. Donc il fait partie de ces autocommutateurs 10-1 qui ont dû être arrêtés avec une deadline, date butoir avant la fin 2002 parce qu'ils ne prenaient pas tous les services confort. Ou alors ils pouvaient prendre qu'en quantité limitée les abonnés, la présentation du numéro, etc. Il n'y avait pas assez de ressources matérielles dans ces machines pour pouvoir traiter un grand nombre d'abonnés au service confort. Donc voilà, il y a eu un programme d'arrêt qui s'est déroulé entre 1998 et 2002. Et lui aussi, il a donc été mis hors service. Alors cette machine est bien préservée. Déjà, elle a presque tous ses caches en plexiglas, la polycarbonate, fumée, cache anti-poussière, c'est juste une protection anti-poussière, qui permet quand même l'aération. Et tous les organoglobules sont là. Alors ici déjà, ce qu'on peut voir, je vais un peu tourner la caméra, vous allez voir. Vous allez comprendre. Si vous avez une arche qui est rouge, marron et rouge, n'est-ce pas? Mais qui a été vidée. Alors, cette machine, en 86, à sa mise en service, elle a remplacé l'autocommutateur Segré 1 CP400 de type Cupidon. Donc il y avait un appareil électromécanique et il devait être forcément on va dire, derrière la caméra. Bon, après, ça a été transformé en bureau, etc. Donc ils ont trouvé la place de pouvoir coller en fond de bâtiment l'autocommutateur E10-1 qui n'est pas le plus gros que j'ai vu. Il y en a de plus volumineux. Là, il est plutôt petit. Et il a remplacé donc Segré 1 qui a été mis en service en automatique le 13 décembre 1974. Et le 23 septembre 1986, il y a eu basculage de tous les abonnés d'un seul coup. Visiblement, c'est ce que je déduis des informations que j'ai pu retrouver. Donc c'est un centre téléphonique qui a été construit, alors quand on le voit de l'extérieur, on dirait c'est une centrale soviétique, quoi, hein, je veux dire, c'est des trucs, voilà, hein, c'est les grandes années du Soviet suprême. Et il a été mis donc il a été construit, je pense, dans l'année 1973, donc à l'époque où le directeur général des télécommunications était le grand ingénieur général des télécommunications, Louis-Joseph Dubois, à qui on doit l'invention de toute l'équipe, évidemment, parce qu'il était patron des CNET, des autocommutateurs temporels, intégralement temporels, le projet Platon, le 17.4, le 17.3, qui donnera quelques années plus tard, à partir de 1980, en essai à Brest, le E10-1 dans lequel nous sommes. Donc en plus la salle est propre,
j'ai assez d'aisance pour circuler, donc c'est pour ça que j'ai envie de faire ce petit film. La préservation de la machine aide beaucoup. Donc je suis content de pouvoir faire. Voilà. En plus, ça faisait 1 an. Ça faisait 1 année que je devais le faire. Et ici, si vous voulez, la région Pays de Loire, elle est à cheval sur 2 systèmes de badges. Il y a quelques centres résiduels qui restent encore dans l'ancien système et Segré est de cela. Donc du coup, il a fallu demander un badge pour visiter ce centre et peut-être 1 ou 2 autres. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein, donc tout a été un peu long et puis vous savez que je suis pris pour... voilà, il y a plein de centres qui attendent mon passage pour leur immortalisation, enfin, de leurs souvenirs, on va dire, de leur existence passée. Donc vous avez déjà eu 3 jours avant la petite vidéo de déambulation. C'est une belle machine. On va un peu observer les organes, si vous le voulez bien. Voilà, je circule un petit peu à l'intérieur, voilà. Alors déjà, avant d'attaquer la machine, j'ai commencé le film. Le film précédent, hein, donc on va retourner dans ce qui fut la salle de supervision de ce bel autocommutateur. Et ici, nous découvrons le pupitre général de visualisation, PGV. On peut voir écrit centre de Segré, voilà. Alors depuis, Segré, je crois que c'est une ville qui a fusionné avec d'autres villes. Elle a pris un nom complètement bizarre, mais enfin bon, bref, bon. C'est la ville de Segré, hein, on va pas chipoter pour les absurdités actuelles, hein, bon. Et donc évidemment, vous avez tous des bleds là que je n'ai jamais entendu parler. Là, je vois Candé, Noyant la Gravoyère, Chalin la poterie. On peut supposer qu'ils fabriquaient des poteries. Au Moyen-Âge, peut-être, je sais pas. Avy, Verne d'Anjour, Noëlé, Combray, Châtelet, Pouance, Chaz-Henri, je sais pas ce que c'est que ça. Voilà. La Ferrière de Fléau, je sais pas, j'arrive pas à lire. Ni-Oiseau, la Cornuaille, Freigne. Vritz, Noyant la Gravoyère, voilà, Verne d'Anjou encore, bon voilà. Donc on peut voir quand même que... alors cette machine, déjà, rien que quand on voit ça, on se dit, elle est petite, mais elle est peut-être pas si petite que ça. C'est-à-dire que, essentiellement ici, dans la salle de l'autocommutateur, donc dans le centre téléphonique, c'est vrai que la machine d'origine ne fait que 3 travées. Et travées grises, on ne compte pas la rouge. Elle fait que 3 travées et elle est composée essentiellement, mais pas uniquement, essentiellement d'organes nobles. Donc les unités de raccordement d'abonnés, donc de type CSE, ce qui était la règle à la mise en service de ces machines, voilà, il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Il y en a vraiment peu. Il n'y a même pas une travée, en fait, de CSE. Alors, est-ce qu'ici, il y en a d'autres, peut-être? Non, ici, ce sont que des organes nobles, c'est obligatoire. Et là, organes nobles, voilà. Donc, vraiment, il est très peu chargé en CSE, donc en concentrateurs spatiaux électroniques. Tout simplement parce que quand on voit le nombre de bleds autour d'ici, villages, lieux-dits, je ne sais trop quoi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de CSE qui sont éclatés et délocalisés et décentralisés. Et justement, les autocommutateurs E10N1 avaient été conçus pour être facilement éclatables et donc qu'on puisse les répartir dans des zones à relativement faible densité téléphonique, mais très dispersées. Voilà, c'était un peu c'est comme ça que Alcatel nous avait vendu la machinerie, mais ce qui était vrai d'ailleurs. Hein, en plus, elle a été co-conçue évidemment avec le CNET à l'époque, etc. Enfin bon,
comme d'habitude, hein, le CNET a toujours son mot à dire à cette époque. Voilà, et ici nous découvrons, alors bon, ça c'est toujours le truc qui amuse la galerie, le DSF. Alors DSF, c'est dispositif de sauvegarde alors je sais pas aujourd'hui, je crois peut-être de fichiers, mais vraiment je dis ça, c'est peut-être ça, mais bon voilà, enfin en fait c'est le DBM, un dérouleur de bande magnétique. Voilà, mais à l'époque, voilà, il y avait un nom assez pompeux qui avait été donné au dérouleur de bande magnétique. Voilà, il a encore une bande sur lui, bon voilà. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et ici nous avons les traducteurs. Donc les traducteurs, ce sont les tables de numérotation qui sont entièrement électronisées. Ce sont plus des systèmes câblés, etc. Bon, qui faisaient le même travail, hein, magnétique. Non, là c'est entièrement électronique. Et voilà, ce sont des systèmes, ce sont des mémoires en fait, des tableaux de mémoire qui sont dans ces belles grandes cartes. Voilà. Donc il y a toujours deux traducteurs, deux blocs de traducteurs parce que en secours, s'il y en a un qui crame, voilà. Bon. Alors BT, c'est la base de temps, si je me souviens bien. Donc encore organe noble, enfin ce sont des auxiliaires mais qui sont nécessaires. Ici CX, c'est le réseau de connexion. Donc là vous avez deux B de réseau de connexion. On voit que les cartes sont toutes là, hein, il n'y a pas eu de prélèvement. Bon, en plus c'est propre, j'aime beaucoup. Ici ce sont les marqueurs, donc vous avez encore deux B de marqueurs. Alors, le marqueur c'est un peu l'organe, ce sont les petits bras de la machine qui vont sous les ordres des multi-enregistreurs qui eux-mêmes vont en référer au traducteur, qui vont manœuvrer le réseau de connexion. Donc c'est un peu normal qu'ils soient à côté. Bon, c'est une question rationnelle, voilà. Ici, vous avez le OC. OC, c'est l'organe de contrôle. Alors, comme dans tout autocommutateur, alors ici, nous sommes en E10N1 dans un autocommutateur à structure très décentralisée. C'est-à-dire que chaque type d'organe sait ce qu'il a à faire. Bon, il échange avec d'autres organes dans certains types de relations que nous avons définis, que les ingénieurs ont définis à l'époque. Mais, si vous voulez, il n'y a pas un maître ordinateur centralisé qui va décider, toi tu fais ça à tel instant, toi tu fais ça à tel instant. Non, c'est pas le système MT20 ou MT25, c'est pas la X10 ou l'axe spatial. Non, c'est un système décentralisé, c'est un peu comme le 10B3, ou le 10N3 ou le 10N4. Donc ce sont des systèmes décentralisés. Et il faut un organe de contrôle qui va contrôler le fonctionnement alors, par des systèmes de diagnostic à distance, réguliers, comment dirais-je, périodiques, et qui va aussi, il y a des remontées d'alarme, etc. Donc s'il y a des détections d'anomalies, à ce moment-là, l'organe de contrôle va prendre des décisions, etc., neutraliser, redémarrer certaines parties, ou alors carrément les éteindre, envoyer les alarmes, en fait aux humains, donc au service, qui va dire attention, tel secteur, panne, avarie, etc., défaut de tel type, ou alors défaut inconnu. Alors c'est encore plus sérieux ça. Quand il sait qu'il y a un défaut mais qu'il ne sait pas lequel, là c'est le début des gros problèmes. Donc là, nous sommes dans la deuxième travée des organes nobles. Nous avons les TX, les taxeurs, donc toujours deux, hein, il faut toujours qu'il y ait deux parce que bon, ce sont des organes, voilà. Alors la taxation, c'est l'argent, c'est l'argent qui est rentré à l'administration, donc puis à France Télécom. Donc ils mémorisent en fait pour chaque compte client la consommation, mais attention, il ne la conserve pas indéfiniment, puisqu'il y avait un relevage tous les 2 mois. Bon.
pour les bulletins, comment ça s'appelle, les factures. Mais en fait, après, il le transmet au centre de traitement des informations. Ce travail se faisait en général la nuit en différé. Voilà. Donc, il y avait des liaisons. Je ne sais pas où ici était le centre de traitement des informations. Je ne pense pas qu'il y en ait eu un à Segré, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Peut-être dans une ville de ce département. Bon, enfin, je ne sais pas. Alors ici, nous avons un organe BDA. Alors, je ne sais plus ce que c'est trop, la BDA. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, je ne sais plus. Est-ce que c'est l'horloge? Je sais pas. Non, l'horloge, c'est pas ça. Je crois pas. Là, nous entrons à la quatrième travée. Oui, la troisième travée, pardon. Bon, qui est numéroté 1, mais bon, je lui ai toujours dit, il faut jamais les numéros dans les E10, ça veut rien dire. Hein. Bon, on ne sait pas, c'est toujours mystérieux. Alors, vous avez les URM ici, il y en a encore 2. Voilà, toujours pour la sécurité. Unité de raccordement de MIC, c'est-à-dire que il faut comprendre que cet autocommutateur contrôle un certain nombre de milliers d'abonnés dans cette ville et dans les villages alentours. Donc, chacun a sa petite paire de cuivre qui passe par par une carte où il y a plusieurs abonnés, donc par les CSE, donc les concentrateurs spatiaux électroniques. Ensuite, tout rentre dans la machine. Les informations sont traitées. C'est-à-dire l'abonné décroche, il compose un numéro de téléphone, il aboutit ici dans un des 2 blocs multi-enregistreurs. Voilà. Dès qu'un enregistreur est prêt, l'autocommutateur il envoie la tonalité. À ce moment-là, ce qui se passe, l'abonné, il a un certain temps pour numéroter, donc il numérote. Lui, il prend en mémoire, il débloque un de ses enregistreurs, il y en a, je ne sais plus combien, une centaine ou 200, enfin bon, il y en a un certain nombre de disponibles. Il enregistre. Après, ce numéro, lui, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc, il s'adresse au traducteur, au bloc de traduction. Ils sont ici, puisque c'est lui qui retient, grosso modo, il a une sorte de copie d'image du réseau téléphonique français. Français ou international. Alors bon, l'international, ça va être très simplifié. Suivant le numéro composé, l'autocommutateur, donc Segré 2, il va savoir déjà si l'abonné souhaite appeler un abonné de la même ville qui soit relié par le même autocommutateur. Dans ces cas-là, toutes les opérations vont se passer ici. C'est-à-dire que le traducteur, il renvoie l'information au multi-enregistreur. Ensuite, le dialogue s'établit avec les marqueurs. Les marqueurs savent que tel abonné veut tel autre abonné. Donc, lui-même, il va rentrer en contact avec le réseau de connexion. Et il va ordonner au réseau de connexion si les voies sont libres, parce que si tout le monde appelle en même temps, vous comprenez bien que ça va coincer. Mais bon, on va supposer que le système n'est pas surchargé. Et le réseau de connexion, lui, il va, sous les contrôles du marqueur, établir le réseau de connexion. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, ça rentre dans l'autocom par un CSE, ça bricole dans l'autocommutateur et ça va ressortir directement par un autre CSE, par une autre paire d'abonnés, les 2 abonnés. Donc après, il y a l'envoi de la sonnerie avec les organes de type ETA. Donc ETA, c'est, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais notamment, il y a les générateurs de sonnerie, etc., de tonalité, enfin voilà, ce sont des auxiliaires, les organes auxiliaires. Voilà, il y a encore de l'ETA ici. Bon. Par contre, vous comprenez bien que si l'abonné de Segré, qui passe par Segré 2 à partir de 1986, s'il veut appeler Paris, à ce moment-là, que se passe-t-il?
il décroche le CSE contacte le multi-enregistreur, un enregistreur lui est proposé, l'abonné numérote, donc ça c'est très simple, le numéro est mis en mémoire dans le multi-enregistreur, dès que le numéro est intégralement mémorisé, le multi-enregistreur, l'enregistreur va interroger, ça se fait très rapidement ça, hein, c'est en millisecondes, hein, la table de traduction, et là le traducteur lui dit attention, c'est de l'interurbain, on va changer de chaîne, donc là on arrête tout, ou alors voilà, et donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas contacter donc le réseau les marqueurs d'abord, bon, et les marqueurs, eux, ils vont donner les ordres au réseau de connexion. Le réseau de connexion, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas trop, il va peut-être moins travailler, entre guillemets, il va travailler différemment, on va dire, voilà. Il va travailler différemment, il va aller contacter l'unité, l'URM, voilà. L'unité d'EMIC. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la communication de l'abonné, ou la tentative du moins, parce qu'elle n'est pas encore établie, après, elle ne va pas ressortir vers un CSE du coin. Elle va sortir par une liaison MIC, en fait. Et ça va filer en salle de transmission. Et après, donc, évidemment, c'est réparti de manière intelligente parce que tout le schéma, le schéma des transmissions est connu par l'autocommutateur. Il sait que pour Paris, il faut aller taper dans tel numéro de jonction. Voilà, il a un certain choix et il va établir le choix, le premier choix qui vient, qui est libre. Ensuite, il se passe la même chose à Paris. Alors évidemment, il peut y avoir des centres de transit, etc. Donc les numéros chaque fois sont transmis, retransmis, etc., etc. Bon, ensuite, alors ça prend un certain temps. Alors ça, je vous parle des technologies. À l'époque, c'était assez long. Et c'est là qu'on a inventé le réseau sémaphore, avec les points de transfert sémaphore qui permettaient d'améliorer la rapidité, disons, d'échange entre les autocommutateurs lorsqu'il fallait traverser tout le pays. Voilà, hein, bon, donc voilà. Bon. Donc du coup, on avait ces machines magnifiques qui valaient des millions et des millions de francs. C'était affolant, quoi. Et du coup, ben voilà, ces machines maintenant, elles sont à l'arrêt et ma foi, elles attendent leur démontage, voilà. Parce que celle-ci, elle est entièrement à l'arrêt, si je me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est que l'extension qu'il y a eu là où c'est rouge, où il y a les CSN, en fait, ça a été démonté, ça a été basculé en bas, et donc il est resté que le squelette, voilà. Ici, vous avez donc tous des appareils de mesure, de tests, qui étaient utilisés aussi pour faire des tests réguliers, des tests de cartes aussi, pour tester les cartes si on avait un problème d'avarie. Vous avez des lecteurs de grandes disquettes. Je ne saurais même pas le faire marcher, parce que la sortie, c'est pas de l'USB. Hein. Donc voilà. C'est dommage, ça serait marrant de lire ces disquettes maintenant, pour savoir ce qu'il y a dessus, mais bon. Enfin voilà, bon, écoutez, je vous ai fait un peu une visite un peu avec les explications sur... bon, les explications, vraiment, c'est du schéma bloc, hein, Bon, après, je vous ai pas expliqué le pourquoi le dérouleur de bande magnétique. Le dérouleur, ça sert à extraire des informations. Et normalement, la taxation ressortait, ça se faisait automatiquement. Mais bon, s'il faut reprogrammer la machine, notamment en cas d'avarie, si la machine plante, à ce moment-là, il faut absolument recharger les programmes en manuel et le dispositif de sauvegarde fonctionnait dans les deux sens. On pouvait extraire des informations comme on pouvait en réinjecter. C'est comme dans les MD20, les MD25 à l'époque, hein, même les MD3, les
RS10, enfin, tout un système de bandes, de cartouches à bandes, de grosses bandes magnétiques, suivant l'époque, voilà. Mais écoutez, j'espère que votre vidéo, c'est votre vidéo, qui explique un peu en même temps, dans ce même autocommutateur, l'établissement d'une communication de manière très très schématique. Voilà, c'est comme ça que ça se passait, et toujours en numérique. Hein, donc tout est entièrement numérisé, il n'y a pas d'électromécanique. Non, là vraiment c'est 100% numérique, c'est du temporel, intégral, de seconde génération. Donc voilà, ce sont des machines qui n'ont pas vécu l'entièreté de leur vie, parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire de service confort, elles auraient pu tenir 10, 15, 20 ans de plus. Mais bon voilà, à cause des services confort, il a fallu les arrêter bien avant leur temps, je dirais une dizaine d'années avant leur temps. Voilà. Et je vous laisse, et puis je vais continuer ma journée.